Si prospère à l'âge du bronze et encore à l'âge du fer, l'Armorique a subi l'occupation romaine et a bénéficié du retour à la paix. Les échanges maritimes restent intenses, notamment avec l'île de Bretagne, la Grande-Bretagne d'aujourd'hui. Celle-ci devient progressivement chrétienne et s'intègre à l'Empire romain tout en gardant sa culture et ses traditions. Deux grandes vagues de migration amènent alors des Bretons à s'installer en Armorique. C'est ce que nous allons découvrir en compagnie de Jean-Jacques Monnier dans l'épisode d'aujourd'hui. On est en 200-300 après Jésus-Christ, là, pour la première vague de Bretons qui commence à arriver en Armorique. Oui, donc une partie des Bretons vers le 3e, 4e siècle sont venus en Armorique pour renforcer les défenses face aux Germains ou aux pillards, etc. Les Germains arrivaient déjà sur l'Armorique ? Oui, par raid maritime ou bien par raid terrestre. Et donc, des Bretons de Grande-Bretagne sont venus vers l'Armorique, qui était également celtique, apporter leur savoir-faire militaire. Ils avaient gardé une bonne organisation et ils vont essayer de renforcer les défenses. Ça, c'est une première vague. Deuxième vague arrive. 600 après Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a motivé justement cette arrivée massive des Bretons ? Et donc, ils viennent massivement parce que l'île de Bretagne se trouve envahie, attaquée par des Germains ou par des Scandinaves, des Angles, des Saxons, des Jutes, différentes populations venues de l'Est qui exercent une pression de plus en plus forte. Et puis, il y a également des conflits entre Celtes avec les Pictes qui sont en Écosse et les Scots qui sont en Irlande, qui vont passer en Écosse. Et donc, le territoire breton de Grande-Bretagne se restreint. Et devant les difficultés, donc une partie des Bretons décident, avec leur chef, avec leur cadre, de quitter la Grande-Bretagne pour venir s'installer en Armorique. Et c'est à cette époque que l'on situe le mythe arthurien. C'est-à-dire que les Bretons essayent de résister aux envahisseurs, saxons surtout, et le roi Arthur est l'un de ces chefs bretons, et au VIe siècle, donc il arrive à résister pendant une trentaine d'années, à infliger quelques défaites aux Saxons. Et puis les Saxons reprendront leur avancée, et finalement réussiront à s'emparer de l'essentiel de l'île de Bretagne. C'est pas un mythe, il a vraiment existé, un Arthur. Oui, il y a eu un Arthur. Il vivait certainement en Grande-Bretagne. Il avait certainement des secours venant de Petite-Bretagne, de la part des Bretons installés dans la Petite-Bretagne. Comme Lancelot. Oui. Et du coup, donc aujourd'hui, des éléments de la légende arthurienne se trouvent réintégrés dans la Petite-Bretagne, notamment dans la forêt de Brocéliande. On dit que son corps est à l'île d'Avalon. Le corps serait à Avalon, peut-être à l'île d'Aval, dans le Trégor, au bord de la mer. Enfin, ça, c'est une légende, mais ce qui est intéressant à voir, c'est comment la culture celtique a été assez dynamique pour envoyer ces légendes dans toute l'Europe. Et les faire perdurer à travers le cinéma hollywoodien. On va parler de Brocéliande. La forêt de Brocéliande, on l'a située en différents endroits. Disons que c'est la forêt centrale primitive de Bretagne. Ça correspondrait un peu à la forêt de Pimpon aujourd'hui. On avait tendance à appeler chaque grande forêt Brocéliande, bréquilienne. On va battre un mythe en brèche. La forêt de Brocéliande, telle que nous la connaissons actuellement, c'est un héritage de la période romantique en France. Oui, c'est-à-dire qu'on a réinjecté la légende arthurienne dans des lieux au XIXe siècle. Bon, ça pouvait parfois correspondre à quelque chose de vrai, puis que parfois ça a été totalement imaginé. Enfin, peu importe. Le résultat, c'est qu'on a quand même des héritages importants de ces mythes arthuriens. Dans les temps futurs, les hommes oublieront ceux de notre espèce. L'esprit de l'air et de la forêt disparaîtront sous l'emprise du Dieu unique. Il reste des traces concrètes dans nos villes et villages, dans leur toponymie. Oui. Le Plou, par exemple. Oui, donc les
Bretons de Grande-Bretagne viennent en Armorique. Ils retrouvent des populations encore relativement celtiques également, qu'ils connaissent bien parce qu'il y a toujours eu des échanges maritimes. Leurs premières installations, surtout sur la côte nord, s'appellent plou, c'est-à-dire paroisse. Ça peut être pleu ou plé par évolution. Et on a des quantités de noms, hein, Pleugnoc, Plougna, Pleumeurbaudou, Pleubian, etc. Il y a aussi les trèves. Oui, c'est-à-dire que la paroisse primitive était très grande. C'était difficile pour les gens d'aller dans une même église. Et on a décidé de construire des chapelles dans les quartiers. Et ces quartiers vont être transformés peu à peu en paroisses à leur tour. Et on les appelle Tré, Trégastel, Tré-les-Vernes, etc. On peut en trouver des centaines. Un christianisme différent de celui à la romaine. Oui, donc les moines celtiques qui débarquent en Armorique, ces moines-là n'ont pas tout à fait les mêmes pratiques. Il y a beaucoup de moines, alors que chez les Romains, il n'y avait pas beaucoup de moines. Ils pratiquent la tonsure, ça c'est un détail. Tonsuré, typiquement celte. Oui, c'est ça. Et pendant longtemps, donc, ça reste un monachisme, un monachisme, donc une sorte de pouvoir des moines, et non pas pouvoir des curés, si vous voulez. Ils n'obéissent pas beaucoup au pape, et ils ont leur façon de vivre relativement propre. Parfois, donc, ils prennent femme également, ce qui n'était pas tout à fait conforme non plus. Jusqu'au 8e, 9e siècle, l'Église celtique va garder une grande autonomie par rapport à Rome. Des moines qui avaient de fortes personnalités et des saints fondateurs de la Bretagne. Quand est-ce qu'ils sont arrivés, ces saints fondateurs de la Bretagne ? Donc avec ces groupes qui partent de Grande-Bretagne vers la Petite-Bretagne, ils viennent surtout du côté du Pays de Galles ou de la Cornouaille, ou alors de la Grande-Bretagne centrale. Donc vers 600, quoi. Oui, vers 600, 700. Ils prennent le bateau, ils arrivent sur les côtes, c'est relativement rapide. L'aller simple en quelques heures, en utilisant bien les marais. Et à leur tête, ils ont des chefs religieux qui fourniront ces noms de saints fondateurs. Alors on les rappelle. Tugdual à Tréguier, Brieuc, donc Saint-Brieuc, Malo à Saint-Malo, Samson à Dol de Bretagne, Corentin à Quimper, et puis Vannes, Saint-Paterne. Donc ça, ce sont les saints fondateurs de la Bretagne qui vont fonder d'ailleurs des évêchés, territoires pour des évêques. On les a encore en partie aujourd'hui et ils sont donc hérités de cette période d'origine de la Bretagne. Et on retrouve d'ailleurs cette symbolique dans le Guenadu. Dans les Guenadu, vous avez les barres blanches et les barres noires. Et donc certaines correspondent aux évêchés de Haute-Bretagne et d'autres aux évêchés de Basse-Bretagne. On est aux alentours de 700, 800, et là, les événements vont un petit peu se bousculer avec les rapports avec Charlemagne. Les Bretons prennent leur place, ils ont quelques problèmes avec les Carolingiens, la dynastie qui va commencer avec Pépin le Bref, juste avant Charlemagne. Pépin le Bref essaye d'annexer la Bretagne, ça ne marche pas. Il y a des campagnes comme ça où on essaye de soumettre les Bretons. On obtient plus ou moins un hommage simple. Donc, c'est une époque où la féodalité se met en place, il n'y a pas d'État. Donc on essaye de se protéger par des relations personnelles. Et puis ils repartent. Et au moment où Charlemagne proclame l'Empire, son empire en l'an 800, donc la Bretagne est en dehors de l'Empire de Charlemagne. L'Empire de Charlemagne va jusqu'à Rome et jusqu'à Prague. Sa capitale, c'est Aix-la-Chapelle. En Allemagne maintenant. En Allemagne. Mais en Bretagne, ce n'est pas encore le cas. Et ça, on le voit encore sur les cartes de l'époque, où dans tous les livres d'histoire, effectivement, on voit bien que l'Empire de Charlemagne s'arrête aux limites de la Bretagne. Oui, où exactement ? Donc il s'arrête du côté de Rennes, parce que les Bretons qui ont formé un royaume n'ont pas encore réussi à étendre ce royaume à la région de Nantes et à la région de Rennes. Après Charlemagne, Louis le Débonnaire, fils de Charlemagne, lui succède à la tête de l'Empire. Mais à la suite de nouvelles révoltes bretonnes, l'empereur Louis le Débonnaire décide de s'allier
avec un prince breton, Nominoé. Ce prince breton sera loyal et Louis le Débonnaire également. Après la mort de Louis le Débonnaire, en 840, Nominoé conserve le pouvoir en Bretagne et devient le premier roi de toute la Bretagne, correspondant à peu près d'ailleurs à la Bretagne actuelle. Charles le Chauve, qui succède à Louis le Débonnaire, décide lui de conquérir la Bretagne et tente une grande expédition en 845. Il vient donc près de Redon et il y a une grande bataille qui a lieu à Ballon et c'est une victoire éclatante des troupes bretonnes. L'Empire romain se désintègre au 5e siècle, des royaumes germaniques se forment en Gaule du Nord. En Armorique, des principautés bretonnes se forment et se renforcent. Elles se heurtent de temps à autre avec l'Empire carolingien en formation. Mais tout va changer au 9e siècle. C'est ce que nous découvrirons dans le 5e épisode de notre série La Bretagne en Histoire. À bientôt!